Bonsoir, bienvenue dans Classé 18+, et ouais, de retour à la normale, dans la cave. Bah, c'est fini quoi, la folie de Red Dead Redemption, mais je crois, Mehdi, que tu voulais ajouter quelque chose sur la partie multi. Ouais, non, simplement revenir sur quelques points qu'on avait abordés lors de la spéciale Red Dead, donc notamment sur la partie multi. Je suis parti voir à droite à gauche les retours, tout ça, les jeunes, et tu peux sentir un petit feeling de déception en multi. Par exemple, tu peux pas faire de poker, il n'y a pas de train, il y a plein d'aspects qu'on attendait, sur lesquels on se disait qu'on allait kiffer en groupe et qui y sont pas. Mais déjà faut dire que ces aspects-là, il y en a plein qui relevaient du fantasme. Je veux dire, moi j'aimerais bien que mon cheval, par exemple, en vrai, ça soit un méca. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas voilà. Deuxième point, il y a du DLC qui va arriver. Ouais. Tu vois, donc il y a toujours possibilité de corriger tout ça. Et troisième point, encore une fois, pour le genre du jeu, le genre de ce jeu et pour ce qu'on nous propose, j'ai l'impression que c'est juste un petit peu unique, quoi. Okay. Le level au-dessus, c'est du MMO. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc il y a eu des déceptions. Je peux pas vous plumer au Texas Hold'em. On aurait qu'à se faire une IRL. Commence pas. Bref, mais d'une manière générale, non, l'expérience Red Dead multi. T'as ultra kiffé, quoi. Tu trouves que genre les gens sont un peu tatillons et qu'au final. Non, mais ils sont exigeants, ils ont raison. Ça coûte cher un jeu. Bon. Mais il y a du DLC à venir et du DLC gratuit en plus, il me semble. Okay. Donc voilà, c'est un jeu sur lequel je vais encore squatter. Mais c'est pas le sujet de cette émission. Non, tout à fait. D'ailleurs, le sujet de l'émission, on va le voir tout de suite avec le sommaire. On commence cette soirée avec un rétro and magic consacré à Dungeon Keeper. On enchaîne ensuite avec la critique d'Alpha Protocol. Comme tous les mois, Showtime, cette fois-ci consacré à Gals Panic. Et enfin, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et pas n'importe lequel, le papa des 3+. Mais avant de lancer les hostilités, 1, 2, 3... Les news! Les news! Mais non! Il faut qu'on quitte la ville. Qu'on disparaisse. J'ai merdé grave. Q. Je t'aime. J'espère pour toi qu'elle vaut le coup, Lynch. Je te le jure. Ça va pas tarder à grouiller de flics. Je le sens très très mal. Les enfoirés. Lynch, faut pas rester là. Ne me faites pas chier! Pas mal, non? C'est promis, on vous ramène de l'E3 plein d'infos bien fraîches, nos premières impressions sur le jeu, voire une petite interview de développeurs. Le tout dans 15 jours pour le prochain Classé 18+. Toi, Lynch, si tu aimes cette femme, alors reste pas là. Où elle est? Parle! Q! Bordel de merde! Il la tienne! I'm here to capture or kill Bill Williamson. On poursuit ces news avec l'événement de la toute dernière émission, Red Dead Redemption. L'aura cinématographique du jeu et des productions Rockstar en général a en effet convaincu un vrai metteur en scène de réaliser un court-métrage d'une trentaine de minutes à partir des cinématiques et de footage du jeu. C'est John Hillcoat, réalisateur de La Route, l'adaptation du best-seller de Cormac McCarthy, qui s'est attelé à cette tâche originale. Le court-métrage est visible sur Internet. Mardi 8 juin, Rockstar Games présente, par le réalisateur de The Proposition et La Route, John Hillcoat, un court-métrage réalisé avec Red Dead Redemption. Moses, you son of a... Whole world has problems, mister. You one of them Williamson boys. Disponible mardi 8 juin. Red Dead Redemption. À l'approche de l'E3, quelques trailers sont balancés sur le net pour teaser les gamers et les journalistes. Sega et Platinum Games ont ainsi dévoilé une vidéo mettant enfin en image le gameplay du prochain jeu de Mikami Shinji, Vanquish. On peut clairement s'attendre à un Gears of War sous en fait avec un cover system nettement plus dynamique.
Les mouvements éclairs du personnage joué rappellent le gameplay de Virtual On, un autre jeu Sega. L'armure portée par le joueur semble ainsi bien moins lourde que celle de Marcus Phoenix, vu ses capacités acrobatiques et sa faculté à enclencher des combats au corps à corps. On notera également la présence d'une fonction slow motion et de boss énormes qui ne semblent pas ralentir le moins du monde le framerate du jeu que l'on espère à 60 images par seconde. Après l'excellent Bayonetta, Platinum Games, avec Vanquish, semble à même de s'imposer définitivement comme l'un des studios japonais maîtrisant le mieux les capacités des consoles HD. In 10 hours, we exercise our newfound strength. Once again. My fellow Americans, today has been a day of great tragedy. To those who have committed this heinous act, we say firmly, we will be victorious. This is gonna be fun. Make a wish? Okay. I want us to be together until the end of the world. Dans un genre moins raffiné mais tout aussi action, voici le trailer E3 destiné à la version HD de Splatterhouse. Annoncé pour fin 2010 sur PS3 et Xbox 360, ce beat'em all ultra gore rappelle par son scénario The Mask, tout en proposant une approche graphique plus cel-shading que ne le laissaient supposer les toutes premières bandes annonces du jeu. I can help you. I can heal your wounds. We can save her if you trust me, if you put me on. What have you done to me? What am I? Initialement développé par le jeune studio Bottle Rocket, fondé en 2003 par d'anciens membres de Sony San Diego, soit les développeurs de The Mark of Cree, le projet leur a finalement été retiré. Résultat, la boîte a fermé en septembre 2009. Des membres de l'équipe de développement seraient néanmoins partis travailler chez Namco Bandai Games afin de poursuivre Splatterhouse. Espérons que le jeu n'ait pas trop souffert de ses péripéties aux lourdes conséquences humaines et financières. Mine, Rick. Until Jen's back safe in your arms, you're mine. Sans commentaire, voici le tout dernier teaser consacré à Crysis 2, mettant en scène le Pinger, une mystérieuse créature mécanique. Toujours aussi classe, le jeu développé par Crytek devrait séduire tout autant par sa réalisation que par son univers. On reste en terre inconnue, avec les toutes dernières images, cette fois-ci 100% in-game de Fear 3. Développé par le studio à l'origine des versions console du premier Fear, cette suite table sur une nouvelle orientation coop, avec la possibilité d'incarner le soldat génétiquement amélioré Pointman et son frère mutant Paxton Fettel. Le paranormal fera désormais intégralement partie du gameplay de ce troisième volet. Alors là, j'ai coupé les news. Ouais, comme d'hab. Je suis plus surpris maintenant. Je suis habitué, je suis blasé. Voilà, je sais même pas ce que j'ai envie de dire. Proche, je sais pas, mais j'ai coupé les news. Je sais pas, on a parlé de tout. Elles sont pauvres tes news là. Ah non, elles sont pas pauvres. Attends, on commence à voir les premières vidéos. Ouais, tout à fait. On a les premières vidéos de l'E3 qui arrivent. Donc on a déjà vu Vanquish, la vidéo de gameplay du prochain Platinum Games. On va galérer en fait sur la prononciation. Si vous pouvez envoyer des messages sur les forums, si on dit Vanquish ou Vanquish, je sais pas. Bref, mais en tout cas, on a des vidéos de l'E3. On en a même une que tu viens de zapper, qui sera la dernière des news et qui est une grosse tuerie. C'est comme une vidéo consacrée à l'un des jeux, enfin une des séries les plus mythiques qui soit, Deus Ex. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez pas déjà vu, c'est l'occasion, ça déchire. Allez, tu peux rallumer.
Attention les yeux, préparez-vous maintenant à un gros électrochoc cyberpunk. Les images de cette bande-annonce ont été réalisées par Square Visual Works, l'équipe spécialisée dans la réalisation des cinématiques en images de synthèse des Final Fantasy, entre autres. Le jeu, lui, est développé par Eidos Montréal. I never asked for this. If you want to make enemies, try to change something. The year is 2027. It's a time of great innovation and technological advancement. It's also a time of chaos and conspiracy. I don't even know whose side I'm on. Breaking news. The riots continue in the streets of Detroit. Protesters rallying outside of Seraph Industries, one of the world's leaders in the controversial science of human augmentation. These people, Adam, they're like ghosts. Always in the shadows. Always hiding behind lies. Proxy soldiers. I need you to find them. They cannot stop us. They cannot stop the future. I never had a choice of what happened to me. How do you feel, Adam? The body may heal, but the mind is not always so resilient. Corporations have more power than the government. Everyone's fighting for power, for control. Help! Please! Police have opened fire on the crowd. You'll never find them! I'll never stop looking. Vous l'avez bien dit, non? Ça tue. Et c'est promis, on ramène également des infos de l'E3 sur ce titre. Bon, comme vous le savez maintenant, Classé 18+, héberge de temps en temps des rubriques, des petites émissions qui sont habituellement dans 100%. Et là, c'est Julien Pirou qui nous a fait le plaisir de nous faire un Retro and Magic consacré à Dungeon Keeper. Et voilà, donc on va le voir tout de suite, un petit Retro and Magic spécial 18+. Marre de jouer les paladins en grand cœur et les chevaliers défenseurs de la veuve et de l'orphelin? Pourquoi ne pas incarner un maléfique gardien de donjons accumulant trésors et richesses tout en recrutant toutes sortes de créatures abjectes pour zigouiller les héros de passage? Il n'y avait que Bullfrog, le studio anglais de Peter Molineux, pour transformer ce fantasme en réalité. Si l'on en croit la légende, Peter Molineux a imaginé le concept de Dungeon Keeper alors qu'il se trouvait bloqué dans un embouteillage. Le pape de Lego Gaming s'est alors imaginé pouvoir traîner les autres automobilistes dans un donjon sordide pour les mettre à la torture dans un cachot obscur. Cette idée sera la base de Dungeon Keeper, un jeu que Bullfrog développera pendant 3 ans. Ça ne semble pas très long aujourd'hui, mais à l'époque, le jeu faisait figure d'arlésienne. Dans Dungeon Keeper, le joueur occupe le rôle de gardien du donjon, une présence désincarnée symbolisée par une main verdâtre. Le jeu prend place sous terre et le gardien doit creuser des galeries afin de libérer l'espace pour construire des salles.
Chaque salle a son intérêt. L'antre permet aux créatures de se reposer, le couvoir leur fournit des poulets juteux pour se nourrir, la bibliothèque permet de rechercher de nouveaux sorts et de nouvelles salles. Plus tard, le joueur pourra construire quelques salles plus exotiques, comme la salle de torture, ou le temple, où le joueur peut réaliser des sacrifices aux dieux des ténèbres. Les dieux sont satisfaits de votre sacrifice. Ces salles permettront d'attirer dans le donjon des créatures bigarrées, traditionnellement associées aux forces du mal, du troll au sorcier en passant par le dragon. 3 créatures en particulier font office de mascotte pour la série. Le démon bilieux, spécialiste de l'attaque à base de paix. La maîtresse noire, en combinaison latex sadomaso, qui aime s'auto-infliger des séances dans la salle de torture en poussant des cris de jouissance. Et enfin le grand cornu, Orni pour les intimes, énorme démon armé d'une faux que le joueur ne peut obtenir qu'en accomplissant un sacrifice aux dieux. Les créatures ont des exigences et des affinités. Certaines ne s'entendent pas entre elles, peuvent finir par se battre si elles occupent le même antre par exemple. Et bien sûr, il faut régulièrement les payer pour leur service, sinon elles s'énervent et peuvent finir par partir ou par tout ravager dans le donjon. Le grand cornu en particulier est intenable, ce qui oblige le joueur à lui aménager un donjon à part rien que pour lui, puis de verrouiller la porte, afin de s'assurer qu'il n'ira pas massacrer tous ses colocataires. La particularité du titre est que le joueur n'a pas de contrôle direct sur ses créatures. Lorsqu'il clique sur un carré à creuser, des lutins s'affairent pour accomplir ses désirs. Le gardien peut ramasser ses créatures pour les déposer ailleurs dans le donjon, du moment que la case lui appartient. Du coup, les batailles ne sont pas très subtiles et se limitent souvent à balancer un maximum de créatures pas loin de la zone de combat. Tout le monde se met ensuite sur la tronche dans la confusion la plus totale. Le sang gicle, les créatures hurlent et à la fin, il ne reste plus qu'à ramasser les cadavres et les prisonniers. Car oui, on peut faire des prisonniers qu'on pourra ensuite soumettre à la torture pour dévoiler les plans du donjon ennemi. Il est également possible de convertir les créatures par la torture, et ainsi voler à l'ennemi son dragon niveau 10. Le joueur affrontera 2 types d'adversaires, d'autres gardiens partageant ses ambitions de domination mondiale, et les héros. Ceux-ci viennent du monde de la surface et tentent de mettre un terme à l'influence maléfique du joueur en détruisant son cœur du donjon. Pour conquérir une région, le joueur doit éliminer le Grand Seigneur, un puissant héros qui n'apparaît qu'à la fin d'un niveau. Évidemment, il devient rapidement possible de torturer et même de convertir le Grand Seigneur. Les graphismes de Dungeon Keeper reprennent le moteur de Magic Carpet et Syndicate Wars. Le rendu graphique est très réussi, en particulier les effets de lumière qui donnent au donjon un aspect sale et mal éclairé. L'une des grandes trouvailles du titre est le sort de possession, qui permet d'incarner n'importe quelle créature en vue à la première personne. Chaque créature possède évidemment son propre mode de vision. Comme d'habitude avec Peter Molyneux, grand maître de l'esbrouf médiatique, Dungeon Keeper promettait de multiples fonctions révolutionnaires qui disparurent mystérieusement lorsque le jeu sortit enfin en magasin. Malgré tout, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs jeux de Bullfrog et un classique jouissif et indémodable. Comme le disait la tagline du jeu, « Evil is good ». Fort du succès rencontré par le jeu, Bullfrog enchaîne avec The Deeper Dungeons, un add-on pour Dungeon Keeper, qui rajoute quelques niveaux supplémentaires au challenge élevé. L'ennemi a parlé sous la torture. Après la sortie de Dungeon Keeper, Peter Molyneux quitte Bullfrog pour fonder un nouveau studio, Lionhead. Quoi qu'on pense du bonhomme, il est indéniable que son départ signifie une chute significative de la qualité et de l'inventivité des jeux du studio. Dungeon Keeper 2 en est l'exemple flagrant. Tous les ingrédients ayant fait le succès du jeu original sont là, mais la formule ne marche plus tout à fait aussi bien. Dungeon Keeper 2 propose un nouveau moteur 3D et une interface entièrement revue et corrigée. À part ça, il n'y a pas tellement de nouveautés dans le jeu. Le concept n'a pas changé d'un pouce. Il s'agit toujours de conquérir un vaste territoire en bâtissant de tortueux donjons souterrains. La principale différence de gameplay vient de la gestion des sorts. Là où dans le premier Dungeon Keeper, les sorts coûtaient de l'or pour être lancés, dans Dungeon Keeper 2, le joueur a une réserve de mana générée par son cœur de donjon. On ne se ruine donc plus pour invoquer le moindre lutin. 2 nouvelles salles font leur apparition, la fosse qui permet aux créatures de se battre pour gagner de l'expérience, et le casino. Le casino, bien qu'anecdotique, donne lieu à certains des passages les plus drôles du jeu. Lorsqu'une créature gagne au casino, une voix suave annonce « Jackpot winner !» et le donjon se transforme en dance floor au son de Disco Inferno. Malgré ces quelques nouveautés, Dungeon Keeper 2 n'a pas le charme de l'original. Dungeon Keeper 2 n'est pas un mauvais jeu, loin de là, mais il semble avoir perdu son âme. Le jeu paraît trop propre, trop aseptisé, moins violent, moins sombre. Bullfrog avait prévu un 3e épisode, Dungeon Keeper 3, War for the Overworld. Celui-ci se serait déroulé en parallèle dans les souterrains et à la surface, et aurait ajouté une 3e faction en plus des gardiens de donjons et des héros.
Malheureusement, le jeu fut annulé en mars 2000 et Electronic Arts fit fermer Bullfrog dans la foulée. Interrogatoire du prisonnier demandé. D'anciens employés de Bullfrog et Lionhead fondèrent le studio Elixir qui en 2004 donna un successeur original à Dungeon Keeper avec Evil Genius. Un jeu qui reprend l'idée générale mais place le joueur dans la peau d'un génie du mal de film d'espionnage des années 70. Electronic Arts a récemment annoncé la mise en chantier d'un MMO Dungeon Keeper destiné au marché chinois. On attend désormais de voir si cette annonce est le signe d'une résurrection durable de la marque. Car les joueurs se rappellent encore à quel point il est bon d'être méchant. Donc là, on vient de voir le RAM, elle était nice. Et d'ailleurs, je crois que tu as une petite anecdote sur Dungeon Keeper à partager. À chaque fois que je vois des images de Dungeon Keeper, c'est un petit stress qui renaît. Parce qu'en fait, je m'étais occupé de la critique à l'époque de Génération 4. Et c'était une grosse critique. Je crois qu'il y avait 12 pages, il y avait la couve associée. Et on a reçu le jeu genre 2 jours avant d'envoyer les cahiers. Donc j'ai eu un temps ridicule pour faire la critique. Il fallait pas que je me loupe. Donc c'était un truc énorme, il fallait vraiment aller très loin. Il fallait creuser toutes les mécaniques, etc. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça me fait flipper rien que de voir des images. Je me plonge dans l'époque. Et genre, t'as pas dormi, t'as enchaîné, t'as joué, t'as écrit, tout ça. C'est un truc de ouf, en 2 jours. En 2 jours. Moi, j'aurais rendu en retard. D'ailleurs, je me galère pas en règle générale, c'est que je fais. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais constaté ça 2 fois. Le Showtime, par exemple, j'ai hâte de le voir, quoi. C'est juste Classic du Plus, c'est diffusé dans très peu de temps, quoi. Ça serait cool si tu pouvais le rendre. Il arrive. Bon, mais tout de suite, on va voir Alpha Protocol, la critique. Et en fait, on va découvrir un petit peu ce que vaut ce jeu en même temps que vous. Parce que là, on n'a pas encore vu la critique. On tourne un petit peu ses plateaux en avance. Donc voilà, grosse surprise. Qu'est-ce que ça vaut ? Case of emergency. Obsidian Entertainment. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pour cause. Créée en 2003, la société américaine est une jeune pousse du jeu vidéo. Malgré tout, en l'espace de 7 ans, elle affiche un CV plutôt engageant. Jugez plutôt. Le studio a commencé en prenant la suite de BioWare pour développer Star Wars, Knights of the Old Republic 2 en 2005. Malgré un scepticisme ambiant compréhensible, fut une vraie belle réussite, digne de son illustre prédécesseur. 2 ans plus tard, rebelote. Cette fois, ce n'est pas LucasArts qui a confié la destinée d'une série à Obsidian, mais Atari pour Neverwinter Nights 2 et ses extensions. Normal qu'en ce milieu d'année 2010, le studio US soit autant sollicité. Bethesda lui a confié son nouveau Fallout, baptisé New Vegas, qui sortira dans quelques mois. Une marque de confiance appuyée et indéniable étant donné la popularité de la saga. Quant à Sega, la firme japonaise lui a laissé carte blanche pour sa nouvelle IP, Alpha Protocol. Une première pour Obsidian, qui au regard des quelques heures passées sur le jeu, a eu un peu de mal à gérer cette liberté soudaine. Explication. Pour son scénario, Obsidian a joué la carte de l'agence gouvernementale cherchant à contrecarrer les plans machiavéliques de terroristes mal intentionnés. Enfin, pléonasme. Alpha Protocol se pose d'emblée comme une sorte de mélange entre James Bond, 24 et Jason Bourne. Vous incarnez donc Michael Thornton, un espion inexpérimenté fraîchement recruté par Alpha Protocol, une mystérieuse organisation liée au gouvernement américain. À la suite d'un attentat perpétré sur un avion de ligne, vous êtes chargé d'aller fouiner en Arabie Saoudite, là où le danger semble omniprésent pour un citoyen ricain. Cherchez des armes de destruction massive et éliminez les terroristes ayant revendiqué l'attaque, telle sera votre première mission. Oui, Thornton n'est pas le premier espion à partir pour le Moyen-Orient chercher des embrouilles. Mais rassurez-vous, votre job de rêve va vous permettre de voyager. Moscou, Rome, Taipei sont autant de destinations qui auront à un moment ou un autre vos faveurs. Évidemment, le scénario va vite vous amener à comprendre que le complot est d'ampleur mondiale et qu'il va falloir rassembler courage et témérité pour venir à bout de la menace. À chaque fois, les missions vous sont délivrées via de très longs briefings qui permettent de faire connaissance avec les membres de l'agence. Par ailleurs, notez qu'il est tout à fait possible de choisir dans quel ordre effectuer les différents objectifs. C'est d'ailleurs là l'un des maîtres mots d'Alpha Protocol. Globalement, le jeu vous laisse le choix. Choix dans les armes et dans la manière de remplir une mission. Choix surtout du ton à employer lors des conversations. Il faudra ainsi adapter votre discours aux personnes que vous aurez en face. Une liberté qu'Obsidian a voulu utile puisque l'histoire, par ailleurs assez simpliste,
évolue en fonction de votre attitude. À la manière d'un Mass Effect, vous pourrez ainsi attirer dans votre lit des femmes tombées sous votre charme légendaire. Enfin, pour être clair, il n'y a bien que ces demoiselles virtuelles pour croire à ce prétendu charme, car Sorton, même designé par vos soins via l'éditeur, reste un héros froid et sans charisme. Dommage, car les dialogues bien écrits auraient pu rendre le personnage attachant. Il n'en est rien. La faute également à une mise en scène plate qui fausse complètement la donne lors des cinématiques. Fair enough. Alpha Protocol se classe au rang des jeux d'action infiltration à la troisième personne, dans lequel de nombreux éléments RPG sont venus s'incruster. Ainsi, dès le départ, vous aurez à choisir votre look ainsi qu'une classe qui déterminera votre style en tant qu'espion, tout en vous attribuant des points de compétence. Tout au long de l'aventure, vous serez également récompensé en fonction de vos actions par des points d'XP. En montant de niveau, il vous sera ensuite possible d'acheter de nouvelles armes, d'améliorer encore vos capacités. Et pas seulement votre force de frappe. Le jeu inclut en effet des mini-jeux d'espionnage lors de certaines phases précises. Crocheter une porte ou décrypter un fichier vous demandera de réaliser quelques prouesses. En améliorant la compétence appropriée, vous rendrez par exemple ces tâches plus faciles. Un gain de temps et de vie puisque les ennemis n'hésiteront pas à vous tirer dessus pendant que vous tentez un exploit technique façon MacGyver. Puisqu'on parle des adversaires, allons-y. Comme on l'a déjà précisé auparavant, le jeu vous laisse libre de vos mouvements. Vous pourrez aussi bien y aller bourrin en enfonçant les portes tout en tirant sur vos ennemis, ou vous infiltrer, steak style, en éliminant les cibles discrètement. Pour ce faire, le jeu arbore un système de cover somme toute assez classique. La majeure partie du temps, il faudra donc veiller à se planquer comme il faut tout en avançant furtivement. Enfin ça, c'est la théorie, car en réalité, l'IA est extrêmement faible et incohérente dans ses attitudes, rendant toute forme de jeu de cache-cache complètement inutile. Ils visent comme des pieds, ne réagissent pas à votre présence, se cachent mais alors tellement mal qu'on en rigole parfois. Bref, la cata, qui plus est pour un jeu d'infiltration. Dommage, car la liberté offerte est bien réelle et particulièrement plaisante. Alpha Protocol est finalement un cas classique. Obsidian est un studio doué, sans aucun doute, et rempli d'âme créative. Le jeu est ainsi bourré de bonnes idées. Les mini-jeux, le système d'expérience, les dialogues bien écrits vous offrant une liberté de réponse, les liens que l'on peut tisser avec les autres personnages, le cocktail infiltration-action, pas de doute, le titre est riche, mais aussi complètement brouillon. Visuellement, il ne vous faudra pas 2 minutes pour comprendre que l'utilisation de l'Unreal Engine a été un calvaire pour le studio américain. Tout ou presque est raté, des animations aux textures, en passant par la modélisation des personnages. Globalement, la partie technique demeure de toute façon le gros défaut du jeu, avec notamment une mise en scène pauvre et une quantité de bugs impressionnante. Le gameplay, très basique dans son fonctionnement, s'avère aussi assez bancal. Les phases d'action sont pénibles à jouer, celles d'infiltration ennuyeuses. Reste alors un scénario et des idées. Mais les idées n'ont jamais fait un jeu, Alpha Protocol en est la preuve. Alors Alpha Protocol, vous allez nous dire ce que vous en pensez, parce que nous, pour l'instant, on n'en sait toujours pas plus. On n'y a pas touché, alors qu'à la base, ça m'intéressait. Hein. Tu vois, la team qui était dessus, c'est un RPG, hein. Le principe, ouais, bien sûr. Mais bizarrement, je sais pas. Ah oui, toi tu t'avances comme ça, t'as rien vu pour Non, j'ai rien vu, mais je sais pas, il y a des trucs, Je pense que la critique qu'on vient de voir est plutôt négative. Ah, j'ai l'impression. Bon, après, je sais pas, peut-être j'aurais que de la merde. Mais les paris sont ouverts. Ok, bien. Maintenant, on va enchaîner avec ton émission, Showtime, qui fait son grand retour. Et donc, tu as choisi quoi alors du coup? J'ai choisi Galspanic sur les. J'ai choisi quelque chose, c'est rassurant. Sur les conseils avisés du docteur. Ok. Ouais. Tu vas voir, c'était une petite aventure, mais bon, t'es au courant parce que t'étais. J'ai participé un peu. T'étais avec moi. On va regarder ça tout de suite. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, l'idée du Showtime de ce mois-ci m'a été soufflée par le docteur Lacave. Je me suis donc intéressé à Galspanic SS sur Saturn, l'adaptation de Galspanic 4 en arcade. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il s'agit simplement de découvrir à l'aide d'un petit marqueur une silhouette agréable à l'œil. Un style de Kicks en fait, mais avec des babes en background. Bien évidemment, il faut la mériter son image, comme à l'école, et des hordes de monstres et de mechas avec des roquettes mettront tout en œuvre pour vous empêcher de vous détendre. Après quelques temps passés sur jeu en compagnie de Thierry, ouais parce qu'en fait je l'ai entraîné dans mon histoire, on s'est rendu compte qu'on s'était fait arnaquer, les images obtenues ne déclenchant tout au plus qu'un léger afflux sanguin en dessous de la ceinture.
On a donc décidé de faire des recherches sur toute la série des Gals Panic, comme des vrais journalistes. Et grâce à nos années d'expérience dans le domaine du 18+, on a réussi à mettre la main sur la version arcade du tout premier Gals Panic. Et là, les jeunes, c'est l'heure de se faire plaisir. Concrètement, on commence par choisir un modèle asiatique quelconque qu'on a envie de découvrir plus en détail. En jouant, on a très vite compris qu'il existait 3 levels pour chaque jeune femme. Le 3e étant bien évidemment celui qui nous intéresse. Come on. Pendant la partie, on peut distinguer des éléments qui semblent appartenir au game system. Comme la barre en haut de l'écran, les pourcentages ou encore les items à récupérer. Mais ça, on n'en a rien à foutre. Au final, on se disputait la manette pour savoir qui aurait l'honneur de terminer le 3e niveau de chaque Babes. Ça nous a pris une bonne demi-journée pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous, la difficulté du titre étant vraiment élevée. Le truc cool, c'est que les récompenses étaient à la hauteur du challenge. Le truc encore plus cool, c'est que vous allez en profiter sans même avoir à passer l'après-midi avec Thierry. Oh God. Come on. Voilà les jeunes, on se retrouve bientôt. Touch my body. Oh, il était bien sympa ce petit ouais, showtime. Carrément, moi j'aime bien les petits modèles à la fin là, c'est bien. Ah, j'ai vu, t'avais bien kiffé. Ouais, t'as autant assuré un jeu vidéo quoi. Ouais. Sur une saisie, c'était impressionnant. Carrément. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu une réflexion depuis qu'on fait les 18+, tout ça. Ouais. Et je me suis toujours dit qu'en fait, les Showtime, c'était l'équivalent, tu vois, dans Yin et Yang, là, tu vois, il y a un truc, bah, c'était comme l'antéchrist des 3 minutes pas plus, tu vois. Bah, c'est parce que le format, parce que le sujet traité, tu vois. Donc moi, j'aime bien un peu cette dualité, tu vois, 18+, 3+, du cul. C'est vrai. Et d'autant plus que là, on a fait... C'était un joli Showtime, quand ça avait Gals Panic. Ouais. Et maintenant, on a quand même, genre pour ce 3 minutes pas plus, pour parler d'un jeu 3+, le roi des 3+. Tu vois, genre l'ultime 3+. Tu vois, le 3+, qui te fait acheter une console. Tu vois, genre, il n'y a pas mieux en 3+. Et je pense qu'il n'y a pas mieux de façon tout court. Tout de suite. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu de 3+. Le roi des 3+, c'est aujourd'hui Super Mario Galaxy 2, il n'y a pas photo. Yes! La Wii s'offre ainsi la première suite donnée à un Mario plateforme 3D. Et ça tombe bien, Mario Galaxy était tout simplement l'un des meilleurs titres de la dernière console de salon Nintendo. La sortie d'une telle suite est donc un fantasme qui prend corps, d'où ce 3 minutes pas plus qui vient compléter et enfoncer le clou d'une critique déjà bien complète, passée dans 101%. Disponible depuis quelques jours, le jeu nécessitera des heures et des heures de persévérance, de zen attitude et de maîtrise consommée, car la grande force d'un Mario, c'est sa rejouabilité. Chaque galaxie dissimule ainsi un certain nombre d'étoiles cachées, comme cette vieille Robbie qui vous demande d'attirer jusqu'à elle une toupie rouge afin d'en faire un animal de compagnie. Ou encore la galaxie des blocs tactiques verts et jaunes qui disparaissent à tour de rôle à une vitesse démultipliée lorsque vous aurez débloqué la comète farceuse associée. Le fait que les level designers puissent se permettre de modifier les règles d'un niveau donné sans que le joueur ait l'impression de refaire sans arrêt la même chose est en soi un exploit. Cet exploit tient essentiellement à une chose, le plaisir lié au contrôle de Mario. Fin et intuitif, ces derniers s'appuient sur une petite inertie et une multitude de mouvements permettant des approches variées, tout en incitant les joueurs à prendre des risques, toujours plus de risques. Les level designers n'ont ainsi qu'à forcer les gamers à performer par le biais de galaxies plus difficiles, comme celle du monde S, ou par le truchement des étoiles cachées et autres comètes farceuses. Refaire une galaxie est donc un plaisir en soi, et en aucun cas une contrainte. Super Mario Galaxy 2 illustre ainsi à merveille la philosophie Nintendo en matière de game design. Au premier abord, tout le monde peut y jouer et prendre du plaisir. L'enchaînement des niveaux est en effet réfléchi, de manière à ce que monsieur ou madame tout le monde puisse s'approprier doucement, sans même s'en rendre compte, un gameplay d'une incroyable richesse. Mais plus on avance, plus le jeu révèle sa vraie nature par le biais d'un gameplay millefeuille, dont les dernières couches, qui nécessitent de creuser un minimum, de croquer à pleines dents dans le gâteau préparé par Miyamoto et son équipe, s'adressent aux gamers et aux vrais fans des Mario plateformes. Super Mario Galaxy 2, c'est ça, un énorme gâteau dont les dernières bouchées, délicieuses mais épicées, se méritent. Alors certes, l'univers kawaii kikino du jeu, clairement, constitue pour beaucoup de joueurs un frein. Perso, j'adore, mais je comprends que l'on puisse avoir une overdose de Toad passé la trentaine. Peut-être qu'un jour Nintendo, grâce à un studio externe, pourra nous offrir un jeu de plateforme bénéficiant d'un univers autre, neuf, comme ils sont parvenus à le faire avec Retro Studio sur Metroid Prime. Par exemple, j'adorerais voir un Jak and Daxter sur Wii, co-développé par Nintendo et Naughty Dog. Mais procédons par étapes, un rêve à la fois.
Cette suite donnée à Super Mario Galaxy permettra à beaucoup de joueurs de rêver éveillés durant tout l'été. Et voilà, classé 18+, c'est une nouvelle fois terminé, donc on avait quand même un contenu assez varié, même s'il était relativement limité. Ouais. Mais on vous annonce déjà pour la prochaine, genre un joli contenu avec une spéciale E3 tout simplement, avec l'ensemble des vidéos 18+, qui ont été diffusées sur les conférences, les pré-conférences, et également sur le salon tout simplement, ça va pas arrêter. Donc on va se réserver le 100% de la semaine prochaine, ce sera que des news E3 dans tous les jours, et donc 15 jours plus tard, c'est paf, la spéciale E3 18+, donc classé 18+. Et on aura aussi de la critique, la critique de Metal Gear Solid Peace Walker, ça va être bien ça aussi. Ouais, je pense qu'on a des jolis contenus. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao.